Je vais donc tout de suite passer la parole, car je pense qu'il attend dans la salle d'attente, même s'il est assez loin de nous, à Monsieur Olivier Mater, qui est le chef d'équipe coopération internationale au sein du contrôleur européen de la protection des données. Monsieur Mater, si vous êtes là. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Bonjour à tous, c'est un vrai plaisir d'être devant vous, mais un grand merci à la délégation des barreaux de France, au barreau de Lyon pour cette organisation. Évidemment, je suis très triste de ne pas être avec vous aujourd'hui, mais je crois qu'effectivement les annulations successives de trains, d'avions ont rendu mon voyage de Strasbourg où je suis à Lyon totalement impossible. J'ai eu le plaisir dans le passé d'avoir travaillé à la CNIL. J'ai aussi eu le plaisir et l'honneur dans le passé d'avoir été avocat à Strasbourg. Donc j'ai d'autant plus de plaisir à intervenir devant vous. Et puis je vais essayer de démarrer par une promesse que font souvent les avocats. Monsieur le Président, je tâcherai d'être bref. On sait souvent que cette promesse, elle est tenue avec plus ou moins de succès, mais ce sera mon objectif. Alors pour ceux qui sont moins familiers avec le contrôleur européen à la protection des données, où je travaille, c'est en réalité la CNIL des institutions de l'Union européenne. Si vous le permettez, j'utiliserai l'acronyme anglais EDPS pour bien différencier en fait le contrôleur européen à la protection des données du comité européen à la protection des données, dont je parlerai souvent. En anglais, c'est l'EDPB. Et ce comité, c'est le groupement de toutes les CNIL européennes. Alors, sur le fond, je vais démarrer avec votre autorisation par en fait évacuer une première question juridique qui a trait au titre de l'atelier. Évidemment, Bruno Giancarelli évoquera plus tard avec brio la question des flux hors Union européenne, mais le titre de l'atelier fait également référence aux flux au sein de l'Union européenne. Et là, ma réponse est très simple, c'est un principe de libre circulation. Je crois que c'est toute la beauté, toute la plus-value du droit européen qui fait qu'aujourd'hui, les données peuvent circuler librement entre la France, la Belgique, l'Italie, la Grèce. Et tout ça, nous le devons à un droit commun, à des règles communes et donc à un niveau de protection en commun. Donc c'est ce principe de libre circulation. Alors, pour être tout à fait complet, je dois quand même indiquer qu'il peut y avoir certaines restrictions qui sont prévues par le droit national, mais elles sont très rares, elles sont spécifiques, par exemple dans le domaine de la santé, à la protection des infrastructures critiques, etc. Quoi qu'il en soit, cette question étant évacuée, je vais tâcher d'orienter mon propos vraiment sur la question des traitements transfrontaliers de données, c'est le titre de mon intervention. Je vais essayer d'aborder 3 points. D'abord, rappeler les règles de base applicables en matière de traitement transfrontalier de données. Ensuite, essayer de m'attarder un peu plus sur le rôle de l'EDPB et donner quelques exemples pratiques d'actions concrètes. Et je n'oublie pas le thème général de cette journée. Je remercie encore les organisateurs pour le choix de ce thème. C'est effectivement de savoir si aujourd'hui, après quelques années, donc 5 ans après l'entrée en application du RGPD, mais n'oublions pas plus de 11 ans depuis la première proposition par la Commission et 7 ans après l'adoption du RGPD, est-ce qu'on peut tirer de premières leçons en matière notamment de traitement transfrontalier des données? Alors, pour commencer par le rappel des règles applicables, évidemment, pour ceux qui veulent creuser la question, vous avez d'excellentes sources d'informations, notamment sur le site de la CNIL, mais aussi sur le site de l'EDPB, donc le Comité européen à la protection des données. Ce que je voudrais mentionner à titre liminaire, c'est que je crois que si historiquement, on est quand même passé d'un système très décentralisé au niveau du traitement, au niveau des traitements transfrontaliers avec la directive 95/46, à un système beaucoup plus concentré avec le RGPD. En effet, avec la directive 95/46, que certains d'entre vous connaissent très bien et ont pratiqué, c'était évidemment l'empire du droit national et chaque autorité nationale était seule compétente. En gros, si vous étiez une entreprise qui était établie dans les 27 États
de l'Union européenne, eh ben, vous deviez toquer à la porte des 27 autorités de contrôle dans lesquelles donc, vous aviez potentiellement un établissement. Et chacune de ces autorités décidait absolument seule. Évidemment, la procédure était très lourde, très chronophage, et surtout pas forcément très efficace, parce qu'on avait effectivement des problèmes d'harmonisation et de fragmentation dans le niveau de protection entre les différents États membres de l'Union européenne. Donc, un des objectifs principaux du RGPD, ça a été de simplifier certaines lourdeurs administratives. Certains d'entre vous se souviennent des déclarations à la CNIL, et ça a été de renforcer l'harmonisation entre États membres. Et s'agissant des traitements transfrontaliers, le RGPD a mis en place un système assez novateur à travers le fameux guichet unique, en anglais le One Stop Shop, qui se focalise donc autour de la coopération entre autorités nationales de contrôle et autour aussi d'un mécanisme de cohérence, de contrôle de la cohérence qui est assuré par l'EDPB. Alors, ce système de guichet unique, il ne concerne pas tous les traitements de données à caractère personnel, mais uniquement les traitements transfrontaliers. Alors, cette notion est définie au RGPD, c'est l'article 4.23 du RGPD. Il y a principalement deux cas de figure. Vous avez un traitement transfrontalier si les traitements sont mis en œuvre par une entreprise qui est établie dans plusieurs États européens. Quand je dis États européens, c'est Union européenne plus Liechtenstein, Islande et Norvège. Deuxième cas de figure, vous avez un traitement transfrontalier si le traitement est mis en œuvre par une entreprise qui est dans un seul État, mais qui affecte sensiblement, ou est susceptible d'affecter sensiblement, des personnes concernées dans plusieurs États membres. Je précise tout de suite que le mécanisme du guichet unique n'est pas ouvert aux entreprises qui sont uniquement établies en dehors de l'Union européenne, mais qui sont soumises au RGPD parce qu'elles font du ciblage du public européen. Et donc pour ces entreprises-là, ça a été le cas par exemple de TikTok pendant longtemps, il fallait continuer de toquer à la porte des 27 autorités nationales de contrôle. Alors, ce système de guichet unique, finalement, il a trois grandes conséquences. La première, c'est que pour les entreprises, c'est un interlocuteur unique. Ça, c'est évidemment un grand avantage, c'est-à-dire que les responsables de traitement peuvent toquer à la porte d'une seule autorité, c'est l'autorité chef de file. C'est l'autorité de protection des données du pays où se trouve l'établissement principal de l'entreprise. Notion qui là aussi est définie par le RGPD, qui peut parfois donner lieu à des discussions, des difficultés de mise en œuvre. Et ensuite, c'est cette autorité chef de file qui assurera la coopération avec toutes les autres autorités concernées. Deuxième grande caractéristique, c'est qu'au bout de ce mécanisme de coopération, on arrive à une seule décision qui est valable dans toute l'Union européenne. Ça, évidemment, c'est force d'harmonisation et de sécurité juridique pour ceux qui déploient une activité dans plusieurs pays de l'Union. Troisième caractéristique, ce guichet unique, c'est un avantage pour les responsables de traitement et les sous-traitants, mais attention, ça n'impacte pas les personnes qui sont concernées par ces traitements. C'est-à-dire l'idée du guichet unique, ce n'était pas d'éloigner l'autorité de contrôle du citoyen, et évidemment, par exemple, une personne qui réside en France, elle peut continuer à adresser ses plaintes à la CNIL, et c'est la CNIL, en tant qu'autorité concernée, qui va, par exemple, transmettre à l'autorité chef de file. Alors, beaucoup de cette coopération entre autorités est réglée par l'article 60 du RGPD. C'est un article long, technique. Je vous ferai évidemment grâce de tous les détails, mais simplement, je peux mentionner les grandes étapes. Par exemple, une autorité chef de file qui estime qu'il faut donner une suite à une plainte, qu'il faut mener une enquête, elle va faire son travail, elle va ensuite préparer un projet de décision. Ce projet de décision, elle va l'adresser aux autres autorités de protection des données concernées et elle va recueillir leurs observations. Leurs observations qui prennent le nom d'objections pertinentes et motivées à l'égard du projet de décision. L'autorité chef de file peut décider de prendre en compte ces objections, on arrive à un consensus, à une décision finale. Parfois, le litige, le différend peut subsister, le projet de décision peut être amendé,
et recirculer aux autorités concernées. Et parfois, il peut y avoir un refus d'amender ce projet ou le désaccord persiste. Et dans ce cas-là, on passe d'une phase de pure coopération entre autorités nationales au niveau européen. On arrive au mécanisme de contrôle de la cohérence du Comité européen de la protection des données, qui va trancher les litiges avec une décision contraignante, qui est une décision sur le fondement de l'article 65 du RGPD. Alors, en plus, il faut savoir que le RGPD donne des délais assez courts pour toutes ces étapes. Donc, évidemment, c'est un travail absolument intense pour toutes les autorités qui sont dans ces mécanismes de coopération et de contrôle de la cohérence. Toujours sur le rappel des règles applicables, quelques mots sur le rôle de l'EDPB. Alors, l'ODPB, je vous l'ai dit, c'est le groupement de toutes les CNIL de l'Union européenne, avec participation aussi de l'EDPS et de la Commission européenne. À la différence du G29, son prédécesseur, ce n'est pas un groupe d'experts sous chapeau de la Commission, mais c'est un organe européen indépendant qui contribue à l'application cohérente des règles d'application du RGPD et qui encourage la coopération entre autorités. Alors, le DPB a toujours un travail, on va dire, d'élaboration de doctrines communes et adopte notamment des lignes directrices sur des sujets clés pour qu'on arrive, en Allemagne, en France, en Espagne, à une interprétation commune du RGPD, qui est un texte complexe avec souvent des principes assez généraux. Pour donner quelques exemples de documents qui ont été adoptés, nous avons les lignes directrices sur le consentement, sur la transparence, sur la notion de transfert, sur l'articulation entre l'article 3 et le chapitre 5. Vous avez peut-être lu, pour ceux d'entre vous qui travaillent sur les transferts, avec intérêt, les recommandations de l'EDPB sur les mesures supplémentaires qui pouvaient être mises en œuvre suite à l'arrêt Schrems II. Voilà, il y a toujours ce travail de doctrine commune. En plus de cela, l'EDPB adopte des avis à destination de la Commission européenne. Très récemment, nous avons eu un avis sur le projet de décision d'adéquation vers les États-Unis, pour les États-Unis. Évidemment, Bruno Lancarelli, je n'en doute pas, évoquera ce point-là. Mais il peut y avoir aussi, par exemple, des avis sur des propositions législatives, par exemple sur les clauses contractuelles type de la Commission, sur la proposition sur l'acte intelligence artificielle, sur l'espace européen des données de santé. Autre outil d'harmonisation, le DPB peut adopter ce qu'on appelle des avis formels sur la base de l'article 64, par exemple sur les BCR, sur les codes de conduite, sur la certification, sur la liste des traitements nécessitant une analyse d'impact, également sur toute question d'application générale. Et ces avis doivent être pris en compte par les autorités nationales. Et là encore, l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus d'harmonisation et faire en sorte que, par exemple, les analyses d'impact ne soient pas traitées complètement différemment en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Il y a les décisions contraignantes en cas de litige entre autorités, je vais y revenir, et il y a aussi une possibilité pour le DPB d'adopter ce qu'on appelle des avis d'urgence ou des décisions contraignantes d'urgence sur le fondement de l'article 66, car effectivement les autorités de contrôle concernées peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, déroger à ce mécanisme de coopération et au guichet unique quand il est urgent d'intervenir, et elles peuvent adopter des mesures provisoires qui peuvent devenir finales après intervention de l'EDPB. Alors, voilà un peu pour dresser le tableau général des règles applicables. Certains d'entre vous, je pense, étaient déjà très familiers avec ces règles. Je voudrais maintenant un petit peu illustrer cette coopération en pratique à travers quelques exemples. Alors, premier exemple que je voudrais mentionner, c'est effectivement les décisions de l'article 65. Le DPB est finalement un organe assez jeune, donc il y a encore moins de 5 ans, et il a déjà adopté 7 décisions sur le fondement de l'article 65, pas dans des petits cas, sur des cas vraiment importants, impliquant des géants du web, notamment donc, sur Twitter, WhatsApp, Accor, Facebook, Instagram. Ce n'est pas un secret, c'est public, que bientôt, au mois d'avril, il y aura la 8e décision article 65 concernant les transferts de Facebook vers les États-Unis. Alors,
L'article 65, c'est un processus qui est très lourd à gérer. On parle d'investigations qui sont extrêmement complexes. On parle de centaines et de centaines de pages de rapports d'inspection. Souvent, il y a du contentieux avant, il y aura du contentieux derrière. Et évidemment, dans un laps de temps très court, en général 2 mois, il faut se mettre d'accord à 27, plus le DPS. Et je dirais qu'il y a déjà eu beaucoup de cas d'article 65, mais que l'article 65 ne doit pas être finalement la conclusion logique et inévitable de tout cas transfrontière. Ça doit vraiment être là pour régler certains différends, mais le DPB n'a pas la capacité de gérer des centaines et des centaines de cas article 65. Alors, sur le rôle de l'EDPB dans le cadre de cette procédure, je voudrais que tout le monde ait bien conscience que le DPB n'est pas une super autorité de contrôle ou une CNIL européenne. Non, le rôle de l'EDPB, c'est de trancher des litiges entre autorités de contrôle. Et donc, c'est les autorités de contrôle qui définissent quel est le champ d'application de la dispute, à travers ces objections dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, jusqu'à présent, les sujets qui étaient soumis à l'EDPB étaient très divers. Obligations de sécurité, la transparence, les bases légales, parfois simplement la nature et le montant des sanctions qui doivent être imposées. À titre d'exemple, je peux mentionner l'adoption, le 6 décembre dernier, de 3 décisions dans le cadre de cette procédure de règlement des litiges concernant donc les plateformes du groupe Meta, Facebook, Instagram et WhatsApp. Les dossiers trouvent leur origine en fait dans des plaintes qui ont été déposées le 25 mai 2018, donc le jour de l'entrée en vigueur, de l'entrée en application du RGPD. Donc c'était bien préparé. Le processus a mis beaucoup de temps, notamment au niveau de l'investigation et de l'enquête au niveau irlandais. Et donc après ce processus un peu complexe, des projets de décision ont été diffusés par l'autorité irlandaise à ses homologues, aux autorités concernées, en pratique toutes les autorités. Donc l'autorité irlandaise proposait de retenir un certain nombre de violations, notamment la violation de l'article 5, la violation de l'article 13 et 14, donc sur la transparence. Et ces points-là n'ont pas fait l'objet de contentieux. Il y a eu un consensus entre autorités. Par contre, il y a eu un sujet de dispute entre autorités qui avait trait notamment à l'article 6.1b du RGPD, parce que Facebook, Instagram et WhatsApp se fondaient donc sur la nécessité pour l'exécution du contrat, pour faire de la publicité comportementale dans des affaires et pour faire de l'amélioration des services et de la sécurité dans le cas WhatsApp. L'autorité irlandaise avait considéré que oui, c'était possible pour Meta de se fonder sur cette base légale pour ces objectifs-là, que oui, faire de la publicité comportementale, c'était nécessaire à l'exécution du contrat, qu'améliorer les services, c'était nécessaire à l'exécution du contrat, mais certaines autorités étaient d'un avis contraire, et donc on a déclenché ce mécanisme de dispute, et le DPB a indiqué que ce n'était pas possible de se fonder sur l'article 6.1b, que non, ce n'était pas nécessaire pour l'exécution du contrat de faire de la publicité comportementale ou de faire de l'amélioration des services. Donc, la décision de l'EDPB est contraignante et début 2023, donc on a eu les décisions de l'autorité de protection des données irlandaise, une amende de 210 millions d'euros à l'encontre de Facebook, une autre amende de 180 millions d'euros à l'encontre d'Instagram, et une troisième amende moindre, mais parce qu'il y avait déjà eu un autre cas contre WhatsApp, donc de 5,5 millions d'euros. Alors, toujours sur ce cas, il y a un autre point qui est intéressant, dont vous continuerez à entendre parler, qui est que le DPB avait aussi enjoint à l'autorité irlandaise de mener une enquête supplémentaire sur le traitement de données sensibles par ces plateformes. C'était un des points qui était visé dans la plainte. Et donc, c'était un des éléments de la décision de l'EDPB. Mais l'autorité irlandaise n'a pas repris ce point-là dans sa décision nationale et conteste désormais ce point, enfin a annoncé qu'elle allait contester ce point devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, en fait, l'autorité irlandaise va attaquer la décision de l'EDPB sur ce point
de l'enquête supplémentaire sur le traitement des données sensibles. Et donc, on attend évidemment les clarifications de la Cour de justice sur le périmètre des pouvoirs de l'EDPB dans ses décisions, article 65. Alors, je suis devant un parterre de juristes. Un autre point qui est aussi intéressant sur ces procédures d'article 65, c'est de savoir dans quelle mesure, finalement, le responsable de traitement, qui fait l'objet des investigations, peut lui aussi attaquer directement la décision de l'EDPB devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et récemment, donc le tribunal, première instance de la Cour, a déclaré inadmissible une action de WhatsApp, dans un des premiers cas, article 65, et donc a notamment considéré que WhatsApp était inadmissible à agir directement contre la décision de l'EDPB, car elle n'est pas concernée directement par cette décision au sens de l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Alors, évidemment, libre à WhatsApp d'attaquer la décision de l'autorité irlandaise devant les juridictions irlandaises, et les juridictions irlandaises peuvent évidemment poser une question préjudicielle sur la validité de la décision de l'EDPB. Alors, bon, c'est le première instance qui a tranché en ce sens. On verra si la Cour est saisie et ce qu'elle nous dira. Voilà un petit peu quelques éléments sur l'article 65. Je voudrais aussi mentionner plus rapidement qu'en fait, le DPB encourage aussi une coopération plus informelle de ses membres, et même quand le guichet unique que je viens d'exposer ne s'applique pas. Un exemple intéressant, c'est la publication en janvier 2023, donc tout récemment, d'un rapport qui en fait synthétise les conclusions des travaux des autorités de protection des données sur la question des bannières cookies. En effet, les différentes autorités de protection des données avaient reçu des centaines de plaintes d'une association, l'association NOIB, qui a été fondée par Max Schrems, qui est connu des praticiens de la protection des données. Et ces plaintes avaient trait au design et aux caractéristiques des bannières cookies. Alors, il faut savoir que le dépôt des cookies et des autres traceurs relève spécifiquement de la directive e-privacy. Dans la directive e-privacy, on n'a pas ce mécanisme de guichet unique. Mais malgré tout, le Comité européen a considéré qu'il fallait se concerter. Et donc, il y a des échanges qui ont été faits pour essayer d'harmoniser le traitement de ces plaintes, et un rapport qui a été publié et qui conclut notamment que la grande majorité des autorités considèrent que l'absence de toute option de refus ou de rejet des cookies au même niveau que celle nécessaire pour accepter le dépôt, c'est un manquement à la législation e-privacy. Il y a d'autres conclusions qui sont rappelées dans ce rapport, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail à ce stade. Ce que je peux mentionner aussi, c'est que le DPB a lancé aussi ce qu'on appelle le Common Enforcement Framework en anglais. C'est un cadre d'enforcement, d'application de la loi. Ce terme se traduit très mal, le terme d'enforcement. Mais l'idée, en fait, c'est de lancer des actions coordonnées sur certains sujets. Par exemple, en 2022, les autorités de protection des données se sont coordonnées pour faire des enquêtes et coordonner leur approche sur l'utilisation des services de cloud par les autorités publiques. Et il y a un rapport là aussi qui vient d'être publié où vous pouvez voir un certain nombre de conclusions des différentes autorités de protection des données. Le sujet qui a été choisi pour 2023, il aura trait notamment à la désignation et à la position des délégués à la protection des données. Donc là aussi, voilà, il y aura une action qui va être menée, puis un rapport qui sera diffusé in fine. Voilà pour quelques exemples de travaux qui sont menés sous ce guichet unique et au niveau de l'EDPB. Pour terminer, je voudrais assez rapidement évoquer de savoir si, après ces quelques années, on peut déjà commencer à tirer quelques leçons en matière de traitement transfrontalier de données. Je crois que finalement les deux points que je voudrais retenir, c'est que la coopération sur les cas transfrontières, c'est devenu finalement assez peu de temps une réalité quotidienne pour les autorités. Alors, je ne vais pas vous noyer de statistiques, mais si on regarde par exemple le nombre de cas à la fin de l'année 2022, donc sur à peu près 4 ans et demi, on était sur plus de 2180 cas transfrontières
qui ont été traités par les autorités, qui ont été introduits dans le système informatique qui est utilisé par les autorités de protection des données, dont 1600 qui viennent de plaintes et 500 qui viennent de sources diverses, l'initiative de l'autorité de contrôle, un rapport dans les médias, etc. Sur tous ces cas, il y en a 1500 qui concernent vraiment les articles 60, les procédures que j'ai détaillées un peu plus avant. Et il y a notamment 639 décisions qui sont aujourd'hui finales, c'est-à-dire les autorités ont conclu le traitement de ces cas transfrontières. Il y a également eu des centaines de procédures article 64, justement sur les VCR, les codes de conduite, la certification, des cas article 65 et un cas seulement d'article 66. Ces cas transfrontières, ce n'est pas uniquement des cas, on va dire, de moindre envergure, au contraire. Hein. Par exemple, le cas Amazon, alors on n'a pas tous les détails parce que le droit luxembourgeois n'a pas encore permis de publier cette décision, mais le cas Amazon, on sait, ça a été rendu public, que c'est une amende de 746 millions d'euros. Hein. C'est le record dans l'Union. Hein. Et il a été fait par ce biais donc de l'article 60, de la coopération entre États, sans qu'il y ait eu besoin de trancher des litiges entre autorités. Donc il y a eu un consensus. Ce que je voudrais aussi peut-être vous indiquer en tant que praticien, c'est que le DPB, à travers son secrétariat, investit des ressources en fait, pour valoriser le contenu de toutes ces décisions finales de l'article 60. Et vous pourrez par exemple trouver sur le site de l'EDPB en fait, un résumé de toutes les décisions finales de l'article 60. Et pour moi, c'est une source d'informations vraiment inestimable pour comprendre un petit peu la jurisprudence, entre guillemets, des autorités de protection des données. En plus de ces résumés dans le registre, le DPB a même mandaté un expert pour faire une analyse qui vient d'être publiée, là aussi, tout récemment, ces dernières semaines, par exemple, des décisions finales de l'article 60 sur le droit d'opposition et sur le droit à l'effacement. Donc là, vous avez un rapport, justement, encore sur vraiment thématique, des décisions finales qui ont été adoptées à travers dans ces cas de traitement transfrontalier. La deuxième, peut-être, conclusion que je voudrais tirer, presque 5 ans après, c'est qu'il faut aussi, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, tout n'est pas parfait en matière de traitement transfrontalier et des ajustements sont en cours. Hein, vous avez certainement eu vent de nombreuses critiques, notamment d'ONG, pour dire que sur les grands cas les plus emblématiques, il n'y a pas encore eu assez d'enforcement, que le traitement des cas est trop lent. Le DPS a même organisé une conférence en juin 2022 en fait, pour stimuler le débat sur ces questions. Les attentes sont fortes et beaucoup d'intervenants sont venus pour exposer que oui, il y a des obstacles structurels qui se posent sur le guichet unique, parfois un partage des tâches inégal entre autorités de protection des données. Hein. C'est vrai que beaucoup de sociétés de la Big Tech sont au Luxembourg ou en Irlande. Il y a un risque de forum shopping, hein, avec un risque de jouer un peu au chat et à la souris sur cette notion d'établissement principal, qu'il est parfois difficile d'identifier tôt dans le processus aussi où est l'établissement principal et donc quelle va être l'autorité chef de file, qu'il y a des difficultés procédurales qui peuvent mettre un frein à cette coopération, que parfois le DPB intervient trop tard, hein, une fois que le champ d'application de l'investigation est déjà défini. Voilà, donc il y a eu un début de discussion, mais moi ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que les choses évoluent. Hein, et qu'on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de résultats, qu'il y a beaucoup plus de décisions significatives sur des cas très importants, hein, j'en ai mentionné certaines, et voilà, donc les choses vont dans le bon sens et on a de plus en plus de cas très emblématiques. Rapidement aussi, je voudrais évoquer que les autorités de protection des données se sont mises ensemble et ont adopté ce qu'on appelle la déclaration de Vienne, où là encore, elles se sont engagées ensemble à améliorer encore leur coopération, et notamment à identifier de façon collective et tôt dans le processus les cas stratégiques sur lesquels il faut coopérer de façon renforcée, mieux échanger sur les stratégies d'enforcement et se mettre d'accord aussi au niveau national, développer par exemple des modèles de plainte en commun qui peuvent être utilisés ensuite au niveau européen, identifier les difficultés procédurales,
je vais y revenir dans une seconde, et travailler davantage finalement sur le nouveau paysage qui émerge. Je crois que ça a été mentionné par d'autres orateurs ce matin. Et demain, le RGPD va devoir cohabiter avec le Data Act, le DMA, le DSA, l'acte sur l'intelligence artificielle, et que les compétences des régulateurs devront être bien délimitées. Ça, c'est un chantier absolument énorme. Je voudrais terminer mon intervention en évoquant un document qui a été récemment adopté par l'EDPB, qui est une liste de souhaits, une wish list, qui a été adressée à la Commission européenne et qui vise à demander à la Commission européenne d'adopter une proposition législative, une initiative pour harmoniser encore davantage certains points de la coopération entre autorités, notamment sur les pouvoirs d'enquête des autorités de protection des données, sur la mise en œuvre pratique de la procédure, par exemple sur la définition du champ d'application de l'enquête, tôt dans le processus, sur le statut et les droits des parties aux procédures administratives. Par exemple, est-ce que le plaignant doit être partie à la procédure ou non? Est-ce que le plaignant a le droit d'accéder à la procédure? Est-ce qu'il a le droit d'être entendu devant l'autorité de protection des données? On voit qu'ici, en fait, les droits nationaux ne sont pas encore harmonisés et que ces différences posent des problèmes quand il s'agit de se mettre autour de la table et de coopérer, parce que les pratiques sont différentes. Il y a également des demandes adressées à la Commission pour clarifier les délais de procédure. On sait que dans certains États membres, il n'y a pas de vrai délai pour clôturer le traitement d'une plainte, par exemple. Il n'y a pas de détails sur comment on va notifier les décisions des autorités de protection des données aux entreprises et aux plaignants. Il est également demandé à la Commission européenne de clarifier les exigences en matière de recevabilité ou de rejet des plaintes par les autorités de protection des données. Là aussi, il y a des pratiques qui, pour l'instant, sont diverses. Il y a également des pratiques d'accords amiables qui sont poursuivies dans certains pays, qui ne sont pas reconnus par d'autres. Voilà, donc il y a toute une liste de souhaits. Alors évidemment, ce sont des souhaits qui ont été partagés avec la Commission. Mais de façon tout à fait positive, la Commission a inclus dans son programme de travail, effectivement, une initiative législative en ce sens. Un appel de contribution est en cours, mais évidemment, je laisserai Bruno Giancarelli, s'il le souhaite, s'il le trouve opportun, de développer davantage sur ces aspects. Je crois également qu'un des objectifs pour l'avenir, ce sera de développer encore plus les coopérations d'assistance mutuelle et d'opérations conjointes entre autorités, articles 61 et 62, et finalement de donner corps à un des grands messages, je trouve, de l'arrêt de la Cour de justice, enfin de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans le cas Facebook Belgique, qui avait trait au pouvoir d'une autorité concernée de saisir les juridictions alors même qu'elle n'était pas autorité chef de file. Et je trouve que le message très beau et très juste, c'est que le mécanisme du guichet unique, il exige une coopération étroite, sincère et effective, et que sans cela, il ne peut pas être efficace. Donc voilà, je pense là aussi, et j'espère que la proposition de la Commission permettra d'aller dans ce sens. Alors, vraiment, pour terminer mon intervention, je dirais que le RGPD n'est pas une révolution au niveau substantiel. Des principes ont plus de 40 ans et sont assez stables. Mais par contre, sur les cas transfrontières et sur la gestion de ces cas, oui, il y a une révolution. Le guichet unique, le rôle de l'EDPB change tout. Il y a des efforts titanesques qui ont déjà été déployés par l'EDPB, par les autorités de contrôle. Ce n'est certes pas encore parfait, il y a des difficultés, mais tout cela est encore assez récent. On voit qu'il y a des résultats qui commencent à arriver, que des autorités aussi montent en compétences, trouvent plus d'automatisme et que des ajustements sont en train de venir, notamment avec cette initiative législative dont je viens de parler. Voilà, je vais m'en arrêter là. Merci pour votre attention, évidemment à votre disposition pour toute question que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Monsieur Mater, pour nous avoir, comment dirais-je, expliqué le rôle et les missions du contrôleur européen de la protection des données.